Les quartiers populaires coûtent-ils trop cher à la France? C'est ce que semblent croire Zemmour et Bardella. Extrait. La jeunesse des banlieues était une jeunesse privilégiée par rapport à la jeunesse qui a grandi dans la ruralité. Et que c'est une jeunesse à qui on a tout donné. Mieux vaut avoir 20 ans à Nanterre ou à Saint-Denis que d'avoir 20 ans à Vesoul ou dans les campagnes de la Creuse. Et que la France est pour eux un Eldorado. Et par ailleurs, je voudrais dire qu'ils sont gorgés, je dis bien gorgés, d'allocations sociales et de privilèges de toutes sortes. Aujourd'hui, on va d'abord voir ce que la gauche répond à cette accusation et ensuite, on va y répondre, mais d'un point de vue qui est le nôtre, le point de vue décolonial. Prenons cet article d'Alternative économique. Le journal économique de gauche met les pieds dans le plat et nous prouve que, je cite, « les quartiers pauvres contribuent plus qu'ils ne coûtent ». Et oui, en 2015, un habitant du 93 recevait en moyenne 8 403 € de transfert de la protection sociale par an contre 12 144 € en moyenne dans le Var. En fait, c'est cette région qui détient le record national. Alors, ce ne sont pas les habitants du Var qui sont d'horribles assistés. Non, non. Alternative économique nous explique, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de retraités dans le Var. Alors que le 93 est le département le plus jeune de France. Résultat, un habitant de Seine-Saint-Denis apporte 9 343 € de recettes par an à la protection sociale, presque 1 000 € de plus que ce qu'il reçoit. Et c'est encore plus pour les Yvelines et les Hauts-de-Seine, autres départements de banlieue parisienne où il y a beaucoup d'actifs et peu de retraités. Conclusion, non seulement les quartiers ne sont pas gorgés d'allocations, mais en plus, ils financent largement les prestations sociales des départements ruraux vieillissants. Ouf, l'honneur est sauf. Nous, Arabes et Noirs, nous ne sommes pas une charge pour la France, mais un bénéfice. Ce sont les économistes qui le disent. Rendez l'argent! Maintenant, on va aller un peu plus loin. Je vais mettre mes lunettes décoloniales et analyser cette question plus en profondeur. Avez-vous déjà entendu un homme politique français dire « Nos campagnes nous coûtent trop cher » ou encore « Les centres-villes coûtent trop cher à la France » ? Non. Et ça paraît même absurde, voire idiot, parce que les campagnes et les centres-villes font partie intégrante de la France. La différence, c'est qu'ils sont habités par des populations perçues comme légitimes dans la nation. Ce n'est pas le cas des banlieues, qui doivent éternellement prouver qu'elles sont rentables économiquement pour la France. Et quand on y réfléchit, ce ne sont pas les seuls territoires dans cette situation. Les départements d'outre-mer aussi. Il y a quelques mois, Macron disait à Mayotte que les Mahorais devaient être reconnaissants à la France. Est-ce que vous êtes content d'être en France? Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Imaginez 2 secondes la même scène, non pas à Mayotte, mais en Mayenne. Ou encore en Savoie, territoire devenu français après Mayotte. C'est inimaginable. Pourquoi ? La différence, c'est qu'en Outre-mer, comme dans les banlieues, il y a des populations non blanches, donc non légitimes pour le pouvoir. Vous l'avez compris, la question « Combien coûtent les quartiers ?» a un fond déshumanisant, raciste et même, osons le mot, colonial. En 1964, le député Jean Montala utilisait la formule « La Corrèze avant le Zambèze » pour pointer du doigt la charge que représentaient les colonies pour la France. Dans le même esprit, aujourd'hui, Bardella semble dire « La Corrèze avant le 93 ». Mais ce n'est pas tout. Cette question raciste a aussi un fond libéral. Et c'est pour ça qu'elle a autant de place dans les débats médiatiques. Nous, les Arabes et les Noirs en France, nous sommes tolérés à condition d'être économiquement rentables. Pour l'extrême droite, cette question pointe les contradictions des libéraux comme Macron qui sont plus attachés au profit qu'aux humains. Rappelez-vous, en 2017, Macron disait encore n'avoir rien contre les musulmans et les quartiers. Il voulait surtout les mettre au travail. Allez, à Stein, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il faut mieux aller tenir les murs ou dealer. Allez leur expliquer. Que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, mais Uber comme d'autres qui sont français, embauchent ces jeunes, ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Ni vous ni moi. Rien.
Et la réalité, c'est qu'en effet, ils travaillent parfois 60-70 heures pour toucher le SMIC. En 2018, il voulait même une mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, afin, selon lui, de garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers qu'à ceux des autres territoires. Aujourd'hui, c'est ce même Macron qui met au gouvernement Valls, Retailleau, Darmanin. Car la vision libérale de l'être humain rejoint très vite la vision raciste. En privé, Macron a le même raisonnement que l'extrême droite. Selon Le Monde, pour lui, le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou. Incroyable. Mais en demandant combien coûtent les quartiers, l'extrême droite s'attaque aussi frontalement au logiciel matérialiste de la gauche. C'est un peu comme avec la question du grand remplacement. Longtemps, la gauche n'a rien eu d'autre à opposer à l'extrême droite qu'une vision paternaliste et froidement économique. En résumé, pour la gauche, les statistiques prouvent que le banlieusard, c'est-à-dire le non-blanc, est rentable, tout comme les statistiques prouvent qu'il ne grand remplace pas. Nous, des coloniaux, on préfère répondre autre chose. Même si les non-blancs grands remplacent les blancs, et alors? Même si les banlieusards coûtent plus cher que les habitants des campagnes, et alors? Les habitants des quartiers ne sont pas obligés de contribuer plus ou autant que les autres habitants du territoire français. Nous, ça ne nous gêne pas de cotiser plus pour les Varois et pour les Corésiens. En plus, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans ce pays, ce ne sont ni les Arabes ni les Noirs qui ont le pouvoir. Ce n'est pas nous qui avons la responsabilité des prélèvements et de la redistribution. C'est l'État français. Et Macron, tout comme l'extrême droite d'ailleurs, s'oppose aux cotisations et aux impôts et décide sans nous des formes de la redistribution. Et justement, la manière dont l'argent est redistribué dans les banlieues ne nous arrange pas. Au contraire. On va maintenant rentrer dans le fond du sujet, qui est la politique de la ville. Parce que les sommes investies dans les quartiers, qui sont effectivement importantes, ne sont certainement pas destinées au bien-être des habitants. Elles servent surtout à les contrôler. Mais d'abord, c'est quoi un quartier? L'État reconnaît les quartiers politiques de la ville. Quand le niveau de vie est 60% inférieur au niveau local et 30% inférieur au niveau national. En tout, les quartiers représentent 5,5 millions de personnes. C'est dans ces quartiers que l'État a concentré la pauvreté et les populations marginalisées. Et quand l'opportunité de partir pour mieux vivre ailleurs se présente, les gens n'hésitent pas. Contrairement à ce que peut dire Bardella, les quartiers, ce n'est pas le paradis. En 2014, le plan de politique de la ville a été étendu à des communes rurales, dont celle de la Creuse. Bardella aurait mieux fait de trouver un autre exemple. Parce que depuis 2014, la politique de la ville concerne aussi des quartiers comme le centre de Guéret dans la Creuse. Mais quand l'extrême droite dit quartier, elle ne parle évidemment pas de ces quartiers-là. Et surtout, elle parle des Noirs et des Arabes. Alors on va se concentrer sur cette question. Ça fait 40 ans qu'on déverse 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville, précisément pour rénover les immeubles. Et que quand on rénove des immeubles, eh bien, ces immeubles-là sont détruits. Et on refinance avec les impôts et l'effort du contribuable français qui paye pour des rénovations du bâti qui sont systématiquement délabrées. Politique de la ville, politique coloniale. La politique de la ville, c'est en gros deux enveloppes. La première enveloppe, ce sont des subventions aux associations. 558 millions d'euros en 2022. Cet argent, il finance aussi bien des activités pour les habitants que le clientélisme ou la gentrification, qui est aussi porté par l'associatif, et cela en fonction des intérêts des maires. La seconde enveloppe, ce sont des plans de rénovation urbaine beaucoup plus conséquents, avec 45 milliards d'euros sur 10 ans. Ces 45 milliards, 25 milliards proviennent des locataires des HLM financés par leur loyer. L'État et les collectivités y ajoutent 10 milliards, ce qui inclut les services publics comme la police, soit 1 milliard par an. Et 9 milliards sont financés par un impôt sur les entreprises. Pour mettre cela en perspective, le plan de relance post-Covid a débloqué 5 milliards pour les territoires ruraux pour une durée d'1 an seulement. Quand les personnes de droite disent que les quartiers coûtent trop cher, elles oublient de préciser que la seule dépense en hausse depuis 20 ans dans ces quartiers,
c'est la police. Notamment avec la multiplication des polices municipales qui coûtent 2,2 milliards d'euros par an, selon le très officiel Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Vu l'état des violences policières, ce ne sont pas les banlieusards qui décident de ces hausses de budget. 12 milliards d'euros sont consacrés à la rénovation, qui est dirigée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. La rénovation n'est pas toujours bénéfique pour les habitants. Elle contribue souvent à l'augmentation du coût de la vie, à commencer par les loyers, expulsant ainsi les locataires les plus vulnérables. Les processus de gentrification qui touchent notamment la Seine-Saint-Denis sont dramatiques. Les habitants doivent quitter leur quartier non pas parce qu'ils s'en sont sortis économiquement, mais au contraire parce que la vie est devenue trop chère. Au moment où ils sont les plus vulnérables, ils doivent quitter là où ils ont tous leurs amis et leurs familles qui leur permettent de surmonter les difficultés. Ils doivent partir et tout reconstruire ailleurs. Ces politiques détruisent les classes populaires, qu'elles soient indigènes ou blanches. L'ANRU peut aussi être utilisée comme un outil répressif. Par exemple, à Vaux-en-Velin en 2022, 10 habitants sont morts dans un incendie. L'hypothèse retenue était que le feu était parti du point de deal dans le hall des présumés dealers, alors que les habitants alertaient sur une situation désastreuse tant au niveau de l'habitat que du trafic de drogue. La chaudière était défaillante, selon le Progrès, mais le gérant a ignoré les plaintes. En fin de compte, l'ANRU a dépensé 9,5 millions pour détruire la dalle de parking dans un objectif de sécurité et de politique anti-trafic. Voilà, ce qui paraît lunaire car des gens meurent à cause d'un bâtiment avec une sécurité incendie défaillante et l'ANRU détruit un parking. Il semble plus simple en France de réprimer la vente de drogue que d'entretenir des logements décents pour les locataires. Ce type de politique urbaine n'est pas nouveau. Dès 2004, on grillagea les quartiers, notamment les halls, avec la loi sur la sécurité intérieure de Nicolas Sarkozy qui s'intensifia après les émeutes de 2005. Cette politique avait pour but de faciliter les contrôles policiers et donc au faciès. Elle n'a pas seulement augmenté le harcèlement de la police, mais aussi compliqué les déplacements des habitants, notamment dans les quartiers qui concentrent les personnes handicapées. Et cette histoire de contrôle des masses indigènes dans leur quartier est liée à l'histoire coloniale. Samia Eni, dans Architecture de la contre-révolution, analyse l'urbanisme colonial français durant la guerre d'indépendance algérienne. Elle montre comment les autorités civiles et militaires ont restructuré le territoire algérien pour renforcer leur contrôle. En combinant destruction, construction rapide et réorganisation stratégique de la population. L'ouvrage détaille 3 stratégies principales. Le déplacement forcé des paysans, les programmes de logement du plan de Constantine et la création d'une ville administrative fortifiée qui servira d'expérience. Avec des ministres qui adhèrent à l'idéologie du grand remplacement, pensant que la France est assiégée par les Arabes et l'Algérie, on peut craindre que l'État cherche à intensifier cette architecture de la contre-révolution afin de rejouer une guerre perdue. Cette architecture de contrôle imposée par l'État permet de surveiller une population très utile au capitalisme français. Selon Samir Amin, économiste marxiste et théoricien de l'impérialisme de l'échange inégal, les populations immigrées dans les pays du Nord constituent une réserve coloniale interne. À l'échelle du monde, à productivité égale, un travailleur du Nord reçoit en moyenne un salaire bien supérieur à un travailleur des pays du Sud. On appelle cela l'échange inégal. Pour chaque dollar d'aide envoyé par le Nord, le Sud se fait extirper 14 $ via l'échange inégal. Le même phénomène a lieu à l'intérieur du Nord, avec les populations immigrées et non blanches qui sont largement sous-payées. Et les aides sociales ne les compensent pas. La moitié des habitants vit avec moins de 1168 € par mois contre 1822 € dans l'ensemble de la France. Les banlieues sont donc un Sud à l'intérieur du Nord. Le capital importe de la main-d'œuvre de la périphérie qu'il paie moins, auquel il réserve les tâches les plus ingrates et qu'il utilise pour peser sur le marché du travail métropolitain. Plus touchés par le chômage et les discriminations, les immigrés et les non-blancs servent plus souvent d'armée de réserve de travailleurs. Et en fait, il y a 3 types d'armées de réserve pour Karl Marx. La première, ce sont les chômeurs, c'est l'armée de réserve flottante du capital. La deuxième, ce sont les travailleurs précaires, ceux qui sont employés irrégulièrement.
et c'est en fait l'armée de réserve stagnante du capital. Et la troisième, ce sont les paysans pauvres, ceux qui peuvent décider d'abandonner les fermes pour aller travailler dans les usines. Eux, ils sont appelés l'armée de réserve latente du capital. Ainsi, l'État et les patrons veulent à tout prix empêcher tout élan de révolte dans cette réserve de population surnuméraire. Des êtres humains qui sont là en plus, voire en trop. Et surtout, il faut empêcher toute solidarité entre eux et les travailleurs blancs pauvres. Les banlieues sont un enjeu économique majeur pour le bon fonctionnement du capitalisme français. L'État y a concentré la main-d'œuvre indigène et l'a asphyxiée politiquement, par la police, par le clientélisme ou même par la rénovation. Et ça s'est vu à Marseille récemment. Une façade d'un bâtiment tagué Marseille antisioniste a été repeinte en 48 heures. Alors qu'il faut souvent plusieurs dizaines d'années pour changer une simple ampoule. Alors que faire? Derrière l'opposition entre la campagne et la banlieue qui croulerait sous les aides, il y a deux angoisses. Une première angoisse d'ordre économique. Cette angoisse concerne surtout les riches, ceux qui possèdent beaucoup et qui peuvent être volés. Mais il y a aussi une seconde angoisse, plus subtile, l'angoisse symbolique de perdre un statut privilégié. Cette angoisse concerne surtout les petits blancs qui n'ont vraiment qu'une seule chose pour eux, leur supériorité symbolique sur les non-blancs, les indigènes. Et il est très difficile d'abandonner un statut supérieur volontairement. La première angoisse est relativement facile à lever avec un discours économique. La gauche le fait déjà très bien. D'ailleurs, bravo à Alternative économique pour ses articles sur le sujet. Ils sont très utiles. Mais la deuxième angoisse est plus compliquée et plus primaire. Pour y répondre pertinemment, on est obligé d'enfiler les lunettes décoloniales. Pour approfondir ce point, je vous invite à lire ou à écouter l'intervention d'Ouria Boutelja sur l'union des beaufs et des barbares et à lire notre magazine, Nous, intitulé donc dans son numéro 3, Petit blanc, fascisme ou révolution. Et profitez-en d'ailleurs pour également faire un don régulier sur le Tipeee, vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à tous nos réseaux sociaux. Bref, donnez-nous de la force. Et merci à tous les tipeurs, continuez à nous soutenir financièrement. C'est grâce à vous qu'on produit ces vidéos. Et nique la bague. Non, je rigole. Le truc qui n'a rien à voir. Ouais.